Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle de chiens qui ont marqué l'histoire et fait la une des journaux. Est-ce que ces chiens sont à part? Sans doute, bien que chaque chien est, vous en conviendrez, unique. J'aime bien cette phrase qui dit que chaque propriétaire de chien pense avoir le meilleur chien et qu'aucun d'eux n'a tort. On a tous, vous et moi, son histoire à raconter sur ces créatures incroyables. Et l'on est tous fortement attachés à nos animaux, qu'il s'agisse de chiens, de chats, de lapins ou d'autres encore, car tous nous laissent une empreinte à vie. Mais c'est aux chiens que je vais consacrer cette vidéo parce que ces derniers incarnent l'archétype universel du compagnon fidèle, du protecteur et du guide. Que ce soit dans les mythes antiques ou dans les histoires modernes, le chien symbolise cette loyauté absolue qui parfois, comme vous allez le voir, défie même la mort. Domestiqués, comme vous le savez, il y a plus de 30 000 ans, les chiens bénéficiaient déjà chez nos ancêtres de nourriture et d'un abri en échange de leur talent de chasse et de protection. De nos jours, on leur offre parfois de manière totalement folle et stupide des manucures, des poussettes et des vêtements de luxe, alors que la seule chose dont ils ont besoin est d'une relation respectueuse avec leur maître ou propriétaire. Les chiens ont besoin d'attention, d'exercice, de respect, mais en aucun cas de strass ni de vernis. Le respect envers eux est fondamental, car on ne soupçonne pas toujours ce que les chiens nous apportent. Dans l'un de ses livres, Laila Del Monte, spécialiste américaine de la communication animale et pionnière en Europe dans ce domaine, souligne la nature inconditionnellement aimante des animaux. Cette nature les amène souvent à absorber les douleurs physiques et les expériences émotionnelles négatives de leurs compagnons humains. C'est particulièrement vrai pour les chiens. En plus d'être parfois de bons chiens de garde, ils sont les gardiens de notre âme. Ils voient ce que l'homme ne voit pas, toujours en alerte pour son maître. Certains parlent de leurs chiens qui se couchent toujours à un endroit précis ou qui refusent de quitter une pièce comme s'ils protégeaient un passage. Il est parfois dit aussi que certains chiens choisissent leur humain avant même l'incarnation. Saviez-vous qu'il a été prouvé que lorsqu'un chien regarde son maître, il libère de l'ocytocine, soit l'hormone de l'attachement. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains chiens peuvent devenir excessivement dépendants de leur maître et ressentir une détresse intense en cas de séparation. Le chien est l'un des rares animaux capables de créer un lien aussi fort avec l'homme. Du reste, les histoires de toutous retrouvant leur maître à des kilomètres abondent. Parfois même les chiens dépistent leur maître sans même connaître le chemin conduisant vers celui-ci. Comment est-ce possible? Odorat surdéveloppé, sens exacerbés? Une étude allemande publiée en 2013 par des chercheurs de l'université de Duisburg-Essen aurait démontré que les chiens pouvaient détecter le champ magnétique terrestre et qu'ils s'en serviraient pour retrouver leur chemin, mais cela n'explique pas tout. En 2016, Perrault, un chien de berger britannique âgé de 4 ans, a montré à quel point il tenait à son maître, Alan James, en parcourant les 380 km le séparant de la ville de Cockermouth, au nord de l'Angleterre, à Perincoch, dans le pays de Galles. Les médias se font régulièrement l'écho de ces histoires, mais également de celles relatant la fidélité extraordinaire de leurs chiens après la mort de leur maître. Ainsi, dans cette vidéo, je vais vous parler bien évidemment du chien Akita prénommé Hachiko et du Skye Terrier Bobby de la ville écossaise d'Édimbourg. Mais je vais également évoquer d'autres chiens tout aussi extraordinaires et dont les histoires plus ou moins connues sont tout aussi vraies qu'elles sont incroyables. On va commencer par Rocky, un cocker noir qui à la fin de l'année 2012 est resté fidèlement durant 3 semaines aux côtés de son maître décédé. L'histoire s'est déroulée près de la ville de Narbonne le 11 novembre 2012. Rocky accompagnait son maître André Blanchot, parti cueillir des champignons. Ni l'un ni l'autre ne sont revenus de cette sortie et 3 semaines plus tard, des chasseurs retrouveront le corps sans vie du maître gisant près d'un sentier peu fréquenté. Rocky était resté auprès de lui, veillant en permanence sur son corps. Il sera retrouvé extrêmement amaigri, survivant seulement en buvant l'eau des flaques à proximité du corps. Poursuivons notre tour de ces anges à 4 pattes avec Capitane, qui vivait dans la ville de Cordoba en Argentine. Capitane était le chien d'un jeune garçon prénommé Damian. Il lui avait été offert par son paternel en 2005. Mais c'est à Miguel Guzman, le père, que le chien s'est tout de suite attaché. Lorsque Miguel est décédé subitement l'année suivant l'arrivée de Capitane, le 24 mars 2006, son compagnon poilu a mystérieusement disparu peu de temps après. En vérité, Capitane s'était enfui et cherchait son maître dans les rues du village.
Puis, une semaine plus tard, la famille Guzman est allée se recueillir sur la tombe de Miguel. C'est alors qu'elle a aperçu Capitane sur la tombe. La nouvelle de ce chien qui s'était installé au cimetière pour rester auprès de son maître attira l'attention de tous, y compris celle de la presse. La veuve de Miguel dira à un journaliste « Nous ne l'avions jamais emmené au cimetière, donc c'est un mystère comment il a réussi à trouver l'endroit. Nous y sommes retournés le dimanche suivant et il était de nouveau là. Cette fois, il nous a suivis à la maison et a passé un peu de temps avec nous. Mais il est ensuite retourné au cimetière avant qu'il ne commence à faire nuit. Je ne pense pas qu'il voulait laisser Miguel seul la nuit. Bien que le chien quitte de temps en temps le cimetière pour passer une courte période de temps avec la famille, il revient néanmoins toujours sur la tombe avant que le soleil ne se couche. Le directeur du cimetière, Héctor Bachega, a déclaré à l'époque aux journalistes que le personnel du cimetière nourrissait et prenait soin de Capitane. Il racontera aussi aux journalistes sa rencontre avec Capitane. Il s'est présenté tout seul et a erré tout autour du cimetière jusqu'à ce qu'il atteigne la tombe de son propriétaire. Et ce n'est pas tout, a déclaré M. Bachega. Tous les jours à 18h, il va se coucher sur la tombe. Il est avec moi tous les jours pour se promener dans le cimetière, mais quand c'est l'heure, il va là-bas, là où se trouve la tombe de son maître. Damian, le fils de Miguel, a déclaré quant à lui « J'ai essayé de ramener Capitane à la maison à plusieurs reprises, mais il revient toujours directement au cimetière. Je pense qu'il sera là jusqu'à ce qu'il meure aussi. Il s'occupe de mon père. » Et justement, comme l'avait prédit le fils de Miguel, Capitane veillera 12 ans la tombe de son maître avant de décéder à l'âge de 16 ans en février 2018. Fido était un chien croisé avec un braque anglais qui vivait à Lucco di Mugello dans la province de Florence en Italie. Un soir d'hiver de l'année 1941, Carlo Soriani, ouvrier au fourneau de Borgo San Lorenzo, trouva un chiot blessé dans un fossé. Ne sachant pas à qui il pouvait appartenir, Soriani décida de l'adopter et le prénomma Fido. Une fois rétabli, le chien s'est tellement attaché à son maître que chaque matin, il l'accompagnait à la place centrale du village où Carlo Soriani prenait le bus pour se rendre à son travail. En fin de journée, Fido retournait quotidiennement attendre son maître à l'arrêt de bus. Malheureusement, le jeudi 30 décembre 1943, un bombardement a détruit une partie de la ville de Mugello, causant 109 morts. Parmi les victimes, Carlo Soriani. L'histoire raconte que le soir même, Fido s'est présenté comme d'habitude à l'arrêt de bus où descendait habituellement son maître. Il fera ainsi durant les 14 années suivantes, et ce jusqu'au jour de sa mort. Chaque jour, et sans s'être jamais découragé, Fido attendait là, dans le vain espoir de voir Carlo Soriani descendre du bus. Frappé par l'extraordinaire loyauté de Fido, le maire de Borgo San Lorenzo a ordonné que sa veuve soit exonérée de la taxe sur la possession de chiens. Il autorisera également Fido à circuler sans muselière et remettra même au chien, le 9 novembre 1957, une médaille d'or en présence de nombreux concitoyens et de la veuve émue de Carlo Soriani. La même année, la municipalité de Borgo San Lorenzo a également décidé de rendre hommage à Fido en lui érigeant une statue façonnée par le sculpteur Salvatore Cipolla. Le monument a été inauguré lors d'une cérémonie en présence du maire, du sculpteur, de nombreuses autorités, d'enfants, de journalistes et de Fido en personne. Toutefois, quelques mois après l'inauguration, la statue a été détruite pendant la nuit. La municipalité prendra alors la décision de remplacer l'ancienne statue par une autre en bronze, réalisée à nouveau par le même sculpteur. La sculpture serait encore aujourd'hui visible sur la Piazza Dante. Malheureusement, Fido décédera le 9 juin 1958. La nouvelle sera alors rendue publique par le journal florentin La Nazione avec un titre sur 4 colonnes. Quelques jours plus tard, le 22 juin, l'illustrateur Walter Molino fera une très belle et émouvante couverture pour le journal La Domenica del Corriere. Le brave Fido sera ensuite enterré à l'extérieur du cimetière municipal de Lucco où reposait la dépouille de Carlo Soriani. Canello vivait avec son propriétaire en Espagne dans la ville de Cadix à la fin des années 80. Ils étaient régulièrement vus ensemble dans la ville en train de faire des promenades matinales.
et l'une de leurs destinations hebdomadaires était l'hôpital universitaire de Puerto del Mar, où son maître devait se rendre afin de suivre son traitement de dialyse rénale. Parce que le règlement de l'hôpital n'autorisait pas les animaux à l'intérieur, Canelo avait pris l'habitude d'attendre son maître à l'extérieur jusqu'à ce que les traitements soient terminés. Pour information, un traitement de dialyse dure en moyenne de 4 à 5 heures en journée. À sa sortie, son propriétaire retrouverait son ami et ils rentraient ensemble à la maison. Cette routine dura quelque temps, plus précisément jusqu'à l'année 1992, lorsque son propriétaire décédera à l'hôpital. Canelo, à partir de ce jour-là, continuera de rester devant l'entrée de l'hôpital jusqu'à sa mort. Il était assis jour après jour attendant patiemment son maître. Ni la faim, ni la soif, ni le mauvais temps ne le persuaderont jamais de s'éloigner de la porte d'entrée. Pourtant, 2 fois, il a été placé dans un chenil duquel il s'est échappé, ce qui a amené l'organisation de protection des animaux, Association Agadan, à obtenir une grâce spéciale pour Canelo, afin que ce dernier puisse continuer à attendre son propriétaire à l'extérieur de l'hôpital, sans être inquiété par les instances juridiques. Aussi, durant toutes ces années, ce sont les employés de l'hôpital, les voisins et les visiteurs qui ont appris à connaître Canelo et qui ont continué de le nourrir. Ils lui ont également fourni des lits de fortune en carton. On dit que le chien aurait aussi refusé d'être adopté par 2 familles distinctes qui s'étaient portées volontaires pour s'occuper de lui. Malheureusement, le 9 décembre 2002, après toutes ces années d'attente, Canelo, qui était désormais âgé, a été tué par un automobiliste. À sa mort, le conseil municipal a donné son nom à la rue où il dormait à côté de l'hôpital. Sur la plaque de bronze accompagnant le bas-relief qui lui a été érigé, on peut lire « À Canelo, qui pendant 12 ans a attendu aux portes de l'hôpital son maître décédé ». Semblable au parcours de Canelo, il y a cette récente histoire qui date de 2023 et s'est déroulée en Inde, plus précisément à l'hôpital de Kannanur dans l'état du Kerala. Plusieurs articles et reportages sont parus sur ce chien qui depuis 4 mois attendait le retour de son maître décédé devant les portes de la morgue de l'hôpital. Quand son propriétaire est arrivé dans l'établissement, le chien l'a suivi et il a même accompagné son corps jusqu'à la chambre mortuaire. Depuis, il n'a pas bougé, espérant voir l'homme qu'il aimait tant ressortir par la porte où il était entré. Selon le personnel de l'hôpital, le chien aurait refusé de manger quoi que ce soit pendant plusieurs jours après le décès de son propriétaire. Selon l'enquête qui a été menée, le corps de son propriétaire aurait été évacué par la porte arrière de la morgue, raison pour laquelle le chien pensait que son maître était toujours à l'intérieur. Nous avons aussi Old Shep qui nous vient de la ville de Fort Benton dans le Montana aux États-Unis. Old Shep était probablement un border collie ou un mélange de races de chiens. On ne connaît pas avec certitude sa race exacte, mais tout indique qu'il appartenait à une lignée de chiens utilisés pour la garde des troupeaux typiques de la région. Cette histoire remonte à l'année 1936. Un homme devant subir un traitement médical spécial a dû se rendre dans la ville de Fort Benton. Il est donc venu accompagné de son chien car l'homme était un berger. Malheureusement, peu de temps après, le maître est décédé et son corps a été envoyé à ses proches par un train au départ de la gare de Fort Benton. Le chien laissé sur place est resté à la gare durant 6 ans, attendant patiemment le retour de son maître. Mais le 12 janvier 1942, Shep, qui était vieux et sourd, a été percuté par un train. Old Shep a marqué tellement les personnes de Fort Benton que ses funérailles ont été célébrées en grande pompe en son honneur. Un article relatant son histoire mentionnait même qu'Old Shep aurait eu droit à une garde d'honneur et que son cortège aurait même été suivi par des centaines de personnes. Russ Tharpe était un border collie appartenant à son propriétaire Graham Nuttall. Les deux étaient inséparables. Un jour, le 20 janvier 1990, son maître âgé de 41 ans est parti randonner avec son chien. Quelques jours plus tard, ses voisins ne le voyant pas rentrer alerteront la police. Malheureusement, l'équipe de recherche ne trouvera rien. Ce n'est que 3 mois plus tard, le 7 avril, que le corps de Graham sera retrouvé près d'un ruisseau de montagne. À côté de lui se tenait Russ Tharpe, montant la garde avec toute l'énergie qui lui restait. Lorsque le chien, qui était déjà âgé de 14 ans, a été secouru, il était très affaibli car il était resté durant 11 longues semaines d'hiver, bravant des températures glaciales et des tempêtes de neige pour veiller le corps de son maître. Le chien sera bien évidemment soigné, mais malheureusement très diminué, il survivra seulement jusqu'aux funérailles de son maître.
En 2009, une statue commémorative sera réalisée en son honneur. Une histoire semblable et beaucoup plus récente, puisqu'elle remonte en 2023, nous relate le lien étroit entre Rich Moore, un randonneur de 71 ans, et son fidèle compagnon Finney, un Jack Russell Terrier. Ils étaient partis ensemble randonner le 19 août 2023 en direction de Blackhead Peak, l'un des sommets de la chaîne rocheuse du Colorado. Malheureusement, Rich Moore n'en reviendra jamais. 3 mois plus tard, précisément le 30 octobre, le corps de Rich sera retrouvé. Près de lui se trouvait son chien Finney. Ce dernier est resté plus de 2 mois auprès de son maître et sera ensuite pris en charge par un vétérinaire pour être ensuite rendu à la famille de la victime. En été 1995, dans la ville russe de Tolyatti, un berger allemand survivra à un grave accident de la route alors qu'il était à bord d'un véhicule avec un couple. Malheureusement, il sera le seul survivant. Quelque temps plus tard, le chien se rendra à l'endroit où avait eu lieu l'accident et ne voudra plus s'en laisser déloger. Les personnes le voyant au bord de la route ont commencé alors à s'intéresser à lui et à son histoire. Ils ont commencé à l'appeler Kostia, qui signifie fidèle, constant, inébranlable. Le prenant en affection, les personnes ont commencé à construire des niches pour lui. Certains essayaient même de l'adopter, mais le chien revenait toujours au bord de la route, cherchant désespérément ses maîtres. En vérité, tout ce qu'il acceptait de prendre des personnes l'approchant, c'était un peu de nourriture. Qu'il neige, pleuve ou vente, par tous les temps et à n'importe quel moment de l'année, Kostia était toujours présent, observant les voitures et courant le long de la route. Pendant 7 ans, Kostia a ainsi gardé son poste, mais en 2002, il a malheureusement été retrouvé mort dans les bois. Une rumeur s'est alors répandue selon laquelle le chien avait été renversé par un chauffeur de camion qui, craignant la colère de la population, aurait caché son corps dans les fourrés. Une statue de bronze lui sera également érigée. Bien évidemment, dans ce palmarès de cœur poilu, il y a celui que tout le monde connaît, Hachiko, un chien de la race Akita qui est devenu symbole mondial de fidélité. Hachiko est un chien d'Akita Inu, c'est-à-dire au poil blanc et non pas roux comme on se le représente le plus souvent. Hachiko est né le 10 novembre 1923 dans une ferme près de la ville d'Odat. Son maître, Hideshaburo Ueno, est né le 19 janvier 1872. À l'âge de 23 ans, Ueno sort diplômé du département d'agriculture de l'Université impériale de Tokyo. Puis quelques années plus tard, en 1916, il y devient professeur. Et c'est en 1923 qu'il adopte Hachiko. On raconte que lorsqu'il le vit pour la première fois, Ueno se rendit compte que les pattes du chien étaient légèrement tordues et qu'elles ressemblaient au caractère japonais appelé kanji, représentant le chiffre 8 qui se prononce Hachi. Et c'est ainsi qu'il nomma son nouvel ami à 4 pattes Hachiko. Ueno partait tous les jours travailler en train et Hachiko l'accompagnait fidèlement à la station de train de Shibuya où il passait ses journées à l'attendre pour l'accueillir lorsqu'il rentrait du travail. Malheureusement, le 21 mai 1925, Hidesaburo Ueno mourra soudainement à l'âge de 53 ans des suites d'une hémorragie cérébrale alors qu'il donnait une conférence. En dépit de cette perte, Hachiko continua de se rendre tous les soirs à la station de train de Shibuya. Envers et contre tout, il continuera d'attendre fidèlement son maître pendant des heures, cherchant son visage parmi les milliers d'inconnus qui transitaient par la station. Un habitant de Shibuya qui voyait Hachiko toujours posté à la gare parlera de lui en ces termes. Un chien d'une rare noblesse, au regard empreint de patience et de tristesse. Imaginez ce chien immobile, ses yeux bruns foncés rivés sur la foule, comme s'il attendait de voir un visage, alors qu'il savait peut-être au fond de lui ne jamais revoir. Hachiko attendra ainsi inlassablement son maître pendant 9 longues années, sous la pluie, sous la neige ou sous un soleil de plomb. Peu importe le temps qu'il faisait, il était toujours là, fidèle au rendez-vous. Là aussi, les habitants de Shibuya et le personnel de la gare ont appris à connaître Hachiko. Ils se sont chargés pendant tout ce temps de le nourrir. Cette fidélité pour son maître valut au chien le surnom de Chukan, qui signifie chien fidèle. Là aussi, sa loyauté et sa dévotion ont tellement ému la population qu'en 1934, du vivant du chien, une statue en son honneur sera érigée face à la gare, à l'endroit exact où Hachiko attendait son maître. Malheureusement, quelque temps plus tard, le 8 mars 1935, Hachiko meurt à l'âge de 11 ans dans une allée aux environs du pont Inari qui passe au-dessus de la rivière de Shibuya.
Hachiko sera ensuite empaillé. Son corps est actuellement encore conservé au Musée national de la nature et des sciences de Tokyo. Mais une partie de ses restes sont toutefois enterrés au cimetière Aoyama, à côté de la tombe de son maître. À propos de sa statue, il faut savoir que lors de la Seconde Guerre mondiale, le pays connaîtra une pénurie de métaux, si bien que le gouvernement décidera alors de faire fondre toutes les statues de bronze, y compris celle d'Hachiko, pour fabriquer des armes. Mais en 1948, heureusement, une nouvelle statue sera érigée au même endroit. Ce sera Takeshi Ando, le fils du sculpteur de la première statue originale, qui confectionnera cette deuxième statue. Aujourd'hui, la statue se trouve toujours à la sortie de la gare de Shibuya et elle constitue un lieu de rendez-vous des amoureux qui viennent s'y jurer fidélité. Aussi, chaque année, le 8 avril, des centaines de personnes se retrouvent autour de la statue d'Hachiko pour le célébrer lors d'une cérémonie solennelle. La date du 8 avril a été choisie non seulement pour marquer cette mémoire, la mémoire d'Hachiko décédée le 8 mars 1935, mais aussi parce qu'elle coïncide avec le début du printemps au Japon, une période symbolique de renouveau et de respect. Aussi, le 9 mars 2015, pour commémorer le 80e anniversaire de la mort d'Hachiko, la faculté d'agriculture de l'université de Tokyo, où travaillait son maître, a inauguré une statue de bronze représentant cette fois son maître Ueno, revenant à la rencontre d'Hachiko. Désormais, à la plus grande joie de tous, on peut les voir à jamais réunis. Bobby était un Skye Terrier né vers l'année 1856. Durant cette année, afin de trouver du travail, John Gray, autrefois jardinier, se rendra à Édimbourg avec sa femme Jess et son fils John. Il y obtiendra un emploi auprès de la police en tant que veilleur de nuit. John Gray eut alors droit à un chien de garde, un chiot Skye Terrier, qu'il nommera Bobby. Tous les jours à 13h, l'homme et le chien avaient pris l'habitude de se rendre dans un petit restaurant proche du cimetière de Greyfriars où Gray donnait à Bobby une brioche et un os à mâcher. Malheureusement, 2 ans plus tard, Gray mourra de tuberculose. L'histoire raconte que le jour des funérailles, plusieurs témoins reconnurent Bobby qui suivait le cercueil. Puis la cérémonie terminée, le chien disparut. Le lendemain, le gardien du cimetière de l'église de Greyfriars, où était enterré John Gray, fut surpris de découvrir Bobby couché sur la tombe de son maître. Comme le lieu était interdit aux animaux, Bobby en fut chassé. Mais le lendemain, puis encore le surlendemain, Bobby, en dépit qu'il se fasse chasser, revenait toujours au cimetière. Finalement, touché par la fidélité du chien, le gardien eut pitié de Bobby et obtint une dérogation de la ville qui autorisait celui-ci à rester dans le cimetière. Petit aparté sur le cimetière de Greyfriars. Pour information, il est l'un des plus anciens de la ville d'Édimbourg. Fondé au XVe siècle, il est un lieu historique majeur de la capitale écossaise. Son architecture funéraire est extrêmement impressionnante. Chargé d'histoire, il est aussi réputé pour être l'un des cimetières les plus hantés du monde, notamment à cause de la légende du poltergeist de Mackenzie, un esprit violent qui aurait agressé de nombreux visiteurs. Ce lieu gothique, bordé de magnifiques tombes séculaires, attire aussi les fans d'Harry Potter, car J.K. Rowling s'en serait inspiré pour créer certains personnages de la saga, notamment en empruntant des noms de pierres tombales comme celui de Thomas Riddle, qui rappelle Tom Riddle, le vrai nom de Voldemort. Mais retournons à Bobby. Quelques jours après s'installer au cimetière, le propriétaire du restaurant près du cimetière aperçut Bobby arriver tout seul à 13h pour sa brioche et son os. Mais après avoir avalé son repas donné de bon cœur, Bobby revint se coucher sur la tombe de son maître. Dès lors, il ne la quittera plus que pour aller à son restaurant préféré. En 1857, un lord, Sir William Chambers, qui était également directeur de la Société écossaise pour la prévention de la cruauté envers les animaux, donna au chien un collier qui est encore aujourd'hui conservé au musée d'Édimbourg. Sir William Chambers paya également sa licence, parce qu'à l'époque, il fallait payer une redevance annuelle pour obtenir une licence pour un chien. Cette mesure visait à limiter les chiens errants. Pour information, cette obligation a perduré jusqu'en 1987, année où l'exigence de licence canine a été abolie au Royaume-Uni. Là aussi, bien des familles voulurent adopter le chien, mais Bobby, dit-on, se mettait alors à hurler de manière tellement sinistre qu'il était toujours autorisé à repartir, et à chaque fois il revenait immanquablement au cimetière. L'histoire nous dit également que c'est seulement durant la 16e et dernière année de sa vie qu'il accepta de rester la nuit chez les Trail, la famille propriétaire du restaurant où il allait prendre son repas à 13h. Et c'est chez cette dernière qu'il mourut en 1872, semble-t-il, d'un cancer de la mâchoire.
La même année, la baronne Angela Burdett Coutts fit ériger près du cimetière une fontaine surmontée d'une statue de Bobby grandeur nature. Cette sculpture, qui est l'œuvre de William Brodie, est toujours actuellement visible et elle est d'ailleurs très populaire à Édimbourg. Aussi, pour information, Angela Georgina Burdett Coutts, qui lui fit ériger cette belle statue devant le pub et le cimetière où Bobby se rendait, était une riche philanthrope qui a utilisé son immense fortune pour financer de nombreuses actions caritatives. Avec Charles Dickens, elle a également fondé l'Urania Cottage, un foyer destiné à sauver celles qu'on appelait autrefois des femmes perdues, à savoir les prostituées et les sans-abri. Pour revenir à la statue de Bobby, on dit que frotter sa truffe porte chance. Après sa mort, Bobby a été enterré juste à l'intérieur de la porte de Greyfriars Kirkyard, non loin de la tombe de son maître John Gray. Depuis la mort de Bobby, de nombreux livres et films sont parus. Enfin, des histoires comme celle-là, quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il y en a des tas. Je terminerai sur l'histoire de Janet Fortrider, surnommée Nettie. Nettie était une philanthrope également, mais américaine et une militante des droits des animaux qui vivait à Cuba au début du XXe siècle. En 1906, elle a fondé une organisation humanitaire pour la protection des enfants, des animaux et des plantes. Sa tombe est connue à La Havane sous le nom de tombe de la loyauté ou encore tombe de la fidélité parce que son chien Rinty, après la mort de Nettie, non seulement suivra la procession jusqu'au cimetière, mais restera jusqu'à sa mort au pied de la tombe de sa maîtresse, refusant de se nourrir, refusant même l'eau offerte par les gardiens du cimetière. Il mourra ainsi de chagrin au pied de la dernière demeure de Nettie. Comme vous le voyez, les chiens, plus qu'aucun autre animal, restent fidèles et dévoués au-delà de la perte de leur être cher, et ce au détriment de leur confort et souvent de leur vie. Que ce soit Fido, Capitaine, Canelo, Outship, Roosevelt et tous ceux dont je vous ai parlé, tous ont attendu au veiller leur maître après leur mort. Rien n'a pu briser ce lien. Ce n'est donc pas étonnant que les chiens dans plusieurs religions sont fréquemment associés à la mort. Anubis fait partie, comme vous le savez, des divinités canines les plus célèbres de l'Antiquité. Anubis, c'est le dieu égyptien associé à la mort, à l'embaumement et à la protection des défunts. Anubis, c'est le gardien des nécropoles. Il est celui qui défendait les tombes, veillait sur les âmes des morts, protégeait, conservait le corps des défunts et guidait leur âme vers l'au-delà. Dans la mythologie grecque, le chien est également lié à la mort. En effet, on le retrouve dans le culte d'Hécate, la déesse de la mort, de la lune et de la magie. Car Hécate est très souvent représentée aux côtés d'un chien. Les Aztèques pensaient quant à eux que le chien Xolo avait été créé par Xolotl, le dieu du feu, de la foudre, de la mort, lui-même souvent représenté sous la forme d'un homme à tête de chien. Le Xolo était couramment employé comme chien de garde pour protéger le domicile contre les esprits maléfiques. Au décès de son propriétaire, il était même parfois sacrifié pour pouvoir continuer à protéger l'âme de celui-ci dans le Mictlan, le monde des morts. Les Mayas considéraient aussi le chien comme une entité psychopompe capable de guider les âmes des défunts à travers le Xibalba, le monde souterrain gouverné par les dieux de la mort. Par ailleurs, ces différents peuples avaient en commun d'avoir hérité des croyances totémiques des Olmecs, la plus vieille civilisation mésoaméricaine. Les Olmecs pensaient que le chien était spirituellement lié au jaguar, leur animal sacré. En outre, ils étaient persuadés qu'un individu pouvait dès sa naissance se retrouver spirituellement lié à un animal. Enfin, l'hindouisme considère le chien comme un animal sacré. Le chien, c'est le compagnon de Shiva. Aussi, les toutous sont célébrés en Inde parce qu'ils sont considérés comme les gardiens de l'enfer, les gardiens du paradis, mais également comme le lien entre le royaume des morts et celui des vivants. Dans le temple de Gandapur, à Maharashtra, les chiens vont et viennent librement, dormant souvent à l'intérieur du temple. Aussi, au Népal, durant la fête hindoue de Diwali, les chiens sont aussi nourris et décorés de guirlandes de fleurs. Enfin, encore au Népal comme en Inde, les pèlerins qui visitent les temples de Kala Bhairava doivent apporter de la viande pour les chiens. Comme on le voit depuis des millénaires, le chien occupe une place singulière dans l'imaginaire humain. Guide, protecteur de l'âme et du corps, il est tellement plus que le meilleur ami de l'homme. Il est aussi celui qui accompagne les morts dans leur passage vers l'au-delà. Gardien des tombeaux, guide des âmes, il est l'éternel protecteur.
Comme on l'a vu dans les récits de Fido, Capitane, Canelo, Rosvar, Pachico et tant d'autres à travers le monde, les chiens témoignent d'un lien indéfectible avec l'homme, un lien qui, vous en conviendrez, dépasse le simple attachement pour toucher au sacré. Quoi qu'il en soit, nombreux sont ceux en ce monde qui ne pensent pas seulement que les chiens ont une âme, mais surtout qu'ils veillent sur la nôtre. Ainsi se termine ma vidéo, mais j'aimerais vous passer un enregistrement des aboiements d'Hachiko. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à me faire part de vos commentaires. À très bientôt.